Je vous présente Ben. Comme la plupart des hommes, Ben mène une vie insouciante, ignorant presque tout du miracle d'ingénierie qui se balance dans ses pantalons. Dans le monde mystérieux au fond des sous-vêtements de notre ami Ben, se trouvent des milliards de spermatozoïdes qui n'ont qu'une idée en tête: sortir de là. À quoi ressemble le périple des spermatozoïdes dans le corps de la femme? Comment un seul spermatozoïde réussit-il à ressortir du lot? Pour le découvrir, nous allons enfiler les souliers des spermatozoïdes en quelque sorte, en transposant cette aventure à l'échelle humaine. Pour la première fois, nous serons en mesure d'apprécier la lutte acharnée que le spermatozoïde victorieux doit livrer pour atteindre l'ovule. Cet exploit de la nature des plus fascinants est la raison de votre présence sur Terre. Dans cette course, les spermatozoïdes braveront la mort à tous les instants. Ils ne peuvent ni reculer, ni abandonner. Et il n'y aura qu'un seul vainqueur. Dans les laboratoires du monde entier, les spécialistes de la reproduction tentent de percer les secrets du scrotum et de la courte mais palpitante vie des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont très particuliers parce qu'ils s'apparentent à des cellules libres. Ils n'ont qu'un but dans la vie: livrer leur cargaison génétique de l'homme à la femme, en passant à travers une série complexe d'environnements, autant chez l'homme que chez la femme. Les spermatozoïdes bougent constamment. Ils aiment certaines choses et ils n'aiment pas d'autres choses. Ce sont de petites créatures plutôt intelligentes. C'est amusant de les observer dans une boîte de pétri. Ils bougent tout le temps. Comme cela se produit à l'échelle microscopique, les scientifiques ont du mal à étudier et à observer les spermatozoïdes. Pour que nous puissions mieux apprécier ce périple extraordinaire, le docteur Allen Pacey et une équipe d'experts ont accepté de nous aider à grossir l'univers des spermatozoïdes 34 000 fois, c'est-à-dire à l'échelle humaine. Commençons par ces mystérieuses boules. Les testicules, qui pendent librement pour conserver une température de 3 degrés plus froide que le corps, produisent 1 millier de spermatozoïdes à chaque battement du cœur, soit 100 millions par jour. Notre première question est très simple. Pour un spermatozoïde à l'échelle humaine, à quoi ressemblerait un testicule? Le testicule est une structure ronde, plutôt allongée. Si on y découpait des tranches et qu'on les observait au microscope, on verrait une série de petits tubes qui pourraient ressembler aux étages d'un édifice. Pour passer de l'échelle des spermatozoïdes à l'échelle humaine, l'édifice devrait être de 1000 mètres cubes, soit 1000 mètres par 1000 mètres par 1000 mètres. Voilà, c'est fait. Entrons-y maintenant. Dans notre testicule géant, une armée de spermatozoïdes, à pleine maturité après un processus de création de 70 jours, se demande bien à quel moment elle sera appelée au combat. Comme les humains, les spermatozoïdes viennent en toutes sortes de tailles et de formes. De plus, la moitié d'entre eux sont des mâles et l'autre des femelles. Ce qui différencie les filles des garçons se trouve dans la tête du spermatozoïde. Chacun d'entre eux transporte 23 chromosomes de l'ADN, autrement dit, le bagage génétique de notre ami Ben. L'un de ces 23 chromosomes sera celui qui déterminera le sexe du bébé, X pour une fille ou Y pour un garçon. Sous la tête, le flagelle renferme le moteur qui produit l'énergie pour propulser le spermatozoïde à l'intérieur du corps de la femme.
Il y a des millions et des millions de spermatozoïdes. On peut imaginer un immense édifice où il y aurait de nombreux ascenseurs et des tonnes de personnes qui vont dans toutes les directions à l'heure de pointe. Une fois créé, chaque spermatozoïde se retrouve dans une petite structure sur le dessus du testicule, l'épididyme. Ce tube, long de 6 mètres et enroulé bien serré, peut héberger plus d'1 milliard de spermatozoïdes. Imaginez être entassé dans un pipeline sinueux et sombre de 300 km sans savoir quand vous en sortirez, si vous en sortez un jour. C'est là, sans la moindre idée des horreurs à venir, que les spermatozoïdes attendent. Leur destin dépend maintenant d'événements qui ont lieu à l'extérieur de leur petit univers. À l'opposé des milliards de spermatozoïdes produits en continu dans le corps de Ben, une femme, comme Joanne, ne produit qu'un ovule par mois. La cible est donc particulièrement difficile à atteindre. La bataille que les spermatozoïdes doivent livrer pour trouver et féconder l'ovule est incommensurable. Tout concourt à les décimer. Ils n'ont aucun allié dans le corps de la femme. Des centaines de millions de cellules nagent dans tous les sens et beaucoup meurent. Les obstacles à surmonter sont très nombreux. Ils doivent se frayer un chemin à travers une série complexe d'environnements. Ils s'en vont à la guerre. Si la procréation est une guerre, voici le théâtre des opérations. Pour les spermatozoïdes, l'arrivée dans le vagin de Joanne s'apparente au débarquement de Normandie. Leur premier objectif, tout en subissant les assauts incessants du système immunitaire de la femme, consiste à atteindre une minuscule ouverture située au-dessus d'eux, très loin au fond du vagin. De là, ils atteindront le col de l'utérus. Le col de l'utérus est un milieu complètement différent. C'est un labyrinthe tortueux de tunnels inexplorés. Les spermatozoïdes devront trouver le chemin vers l'utérus. Un seul faux pas et une mort lente et solitaire les attend. Dans l'utérus, les spermatozoïdes de Ben chercheront une petite porte, à peine plus grande que leur tête, dans une vaste zone stérile où à nouveau les forces d'élite de défense immunitaire de Joanne les attendront de pied ferme. Ensuite, ce sera la rencontre avec l'ovule, mais encore faut-il être là au bon moment, un peu trop tôt ou un peu trop tard, et c'est la mort à coup sûr. For everything, all of those special things, the stolen moments shared when we were unprepared for anything. Walking in the park, that sudden summer storm, you grabbing my hand. Stumbling in the dark and wondering where's the warm. Dans quelques secondes, les spermatozoïdes de Ben participeront à l'une des expériences les plus agréables que peut offrir le corps humain. Mais qu'est-ce que ce serait si nous étions projetés le long d'un tunnel étroit de 24 km en moins de 2 secondes sans notre consentement? Pour chaque spermatozoïde, il s'agit du début d'un voyage dément et vertigineux vers l'inconnu. Ils ne nagent pas.
Ils sont propulsés de force par des contractions musculaires et péristaltiques. De la perspective de l'homme, cette expérience procure du plaisir. Mais essayons de l'imaginer du point de vue des spermatozoïdes. « 250 millions de messagers génétiques sont sur le point d'envahir le corps de Joanne. En quelques minutes, la plupart d'entre eux auront trouvé la mort. Des millions de spermatozoïdes viennent d'entrer dans le corps de Joanne. Ils entreprennent une quête épique pour féconder un ovule. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Mais quelles sont les chances d'un spermatozoïde moyen de réussir? Combien de victimes fera la bataille à venir? Pour le découvrir, nous devons examiner de plus près l'état de notre semence, un rituel que les individus comme le Dr Alan Pacey consentent à s'infliger au nom de la science. J'avais la mi-vingtaine et j'étais déjà chercheur lorsque j'ai eu le courage de produire un échantillon de mon sperme pour l'observer au microscope. La première fois que je l'ai vu au microscope, j'ai été époustouflé. J'ai failli tomber en bas de ma chaise. Je me levais puis je regardais à nouveau. Je me disais, est-ce que ça vient vraiment de moi? C'était un spectacle incroyable. Les spermatozoïdes en vedette dans ce spectacle incroyable ont été officiellement découverts en 1677 par un Néerlandais, Anton van Leeuwenhoek. Ce précurseur de la microbiologie a été l'un des premiers à construire des microscopes, ce qui lui a permis d'apercevoir une image un peu embrouillée de ce qu'il a appelé des animalcules. Selon sa théorie, ceux-ci contenaient le noyau d'un humain et une queue pourvue d'articulations, de tendons et de muscles. D'autres microbiologistes de l'époque ont cru voir de minuscules personnes entièrement formées à l'intérieur de chaque tête de spermatozoïdes. Van Leeuwenhoek a souligné avec fougue que ces petits sujets collants avaient été recueillis non pas en se souillant de façon coupable, mais à la suite d'un coït conjugal. En France, au XVe et XVIe siècle, selon une croyance populaire, les spermatozoïdes contenant le X venaient du testicule gauche et les spermatozoïdes contenant le Y du testicule droit. Alors des hommes se faisaient volontairement enlever un testicule pour augmenter leur chance d'avoir une fille ou un garçon. J'imagine que beaucoup de Français ont été très déçus quand ils ont eu un enfant du sexe qu'ils ne voulaient pas. Les scientifiques modernes voient beaucoup mieux ces petites bestioles, mais c'est une vision qui s'avère décevante. Étant donné la piètre qualité d'un éjaculat moyen, on comprend rapidement pourquoi les spermatozoïdes sont produits en si grande quantité. Sur les millions de spermatozoïdes qui sont éjaculés, la qualité varie considérablement. Au microscope, on voit certains spermatozoïdes qui remuent à peine, alors que d'autres semblent morts et le sont probablement. Quant à leur forme, certains ont de grosses têtes, d'autres ont de petites têtes. Certains en ont même deux. Chez un homme fertile moyen, seulement 18 ou 20% des spermatozoïdes au maximum ont la taille et la forme appropriée. Les autres, soit 80%, ne se rendront pas bien loin. Dans cette course épique, seul un petit pourcentage de spermatozoïdes peut réellement prétendre à la victoire. Et pour avoir une chance dans la bataille, ils doivent être aussi frais et nombreux que possible. C'est une question d'équilibre, en fait. L'un des facteurs qui influence le plus la quantité de spermatozoïdes qu'un homme éjacule est le temps écoulé depuis la dernière éjaculation, qu'elle soit provoquée par des rapports sexuels ou la masturbation. Si un homme éjacule trop souvent, le processus de production de spermatozoïdes ne fournit pas. Par contre, si on retient l'éjaculation trop longtemps, les spermatozoïdes en attente vieillissent et dégénèrent. En se décomposant, ils libèrent des toxines qui peuvent endommager les jeunes spermatozoïdes. Nous croyons que les conditions optimales pour un homme surviennent lorsqu'il éjacule aux 2 ou 3 jours. Son sperme est alors très sain.
Les spermatozoïdes qui l'éjaculent ont donc plus de chances dans le long périple vers la fécondation de l'ovule. Qu'ils le veuillent ou non, les spermatozoïdes de Ben poursuivent leur lancée vers la procréation dans le vagin. Leur objectif, trouver l'entrée du col de l'utérus, tout en haut, aux confins du vagin. Du point de vue des spermatozoïdes, le vagin ressemble à une immense chaîne de montagnes, un vaste espace qui inspire un respect mêlé de crainte. Imaginez être propulsé dans cet environnement démesuré de 8 km de long par 3 km de large, flanqué de parois hautes d'1,5 km. Pendant que Ben et Joanne s'endorment, les spermatozoïdes de Ben entreprennent leur course vers la gloire. Mais ils sont devancés par un groupe d'éclaireurs. Au cours d'un rapport sexuel normal, lorsque l'homme est excité et qu'il a une érection, une petite quantité de liquide apparaît souvent au bout de son pénis. Ce liquide nettoie l'urètre parce que le sperme sort par le même passage que l'urine. En nettoyant et en neutralisant toute substance acide dans le pénis, le liquide pré-éjaculatoire dégage le chemin pour l'arrivée des spermatozoïdes. Ce liquide a longtemps été un sujet d'inquiétude et de légende au sein des couples amoureux. Mais ne vous inquiétez pas, il ne contient aucun spermatozoïde et ne peut pas provoquer de grossesse. Par contre, juste derrière, des millions de spermatozoïdes ne rêvent que de ça. L'assaut général a commencé. Les spermatozoïdes découvriront bientôt qu'ils ont traversé les lignes ennemies. La seule voie de sortie est une longue ascension vers le col de l'utérus qui mène directement à l'enfer. Les 250 millions de spermatozoïdes de Ben ont été propulsés dans le vagin de Joanne. À l'échelle humaine, la scène aurait l'air de ça. Le terrain à traverser est déjà hostile. Mais les spermatozoïdes ignorent encore que le vagin de Joanne est en fait un champ de mines. Tout dans le vagin menace la survie des spermatozoïdes. Seulement quelques minutes séparent l'arrivée des spermatozoïdes et une mort potentielle. Les spermatozoïdes subissent des attaques de tous les côtés. L'utilisation de lubrifiants ou même la salive peut anéantir un spermatozoïde en quelques minutes. Pire encore, grâce au système immunitaire de la femme, le vagin est tapissé d'acides mortels. Ces acides sont là pour tuer tout envahisseur. Il faut savoir que pour le corps de la femme, les spermatozoïdes sont des envahisseurs. Ce sont des cellules étrangères qui pourraient causer des dommages ou provoquer une infection. Le système immunitaire cherche donc à les détruire. Même si les spermatozoïdes réussissent à éviter les acides dans le vagin,
ils peuvent rencontrer un ennemi encore plus redoutable. Dès l'instant où les spermatozoïdes de Ben sont arrivés, le corps de Joanne a mobilisé ses soldats d'élite, des globules sanguins appelés leucocytes, dont le seul but est d'éliminer cette menace. Cet ennemi attaquera les spermatozoïdes avec toujours plus de férocité à chaque étape de la course. 30 minutes après leur entrée dans le vagin, plus de 99% des spermatozoïdes sont morts ou mourants. Pour notre armée grandeur nature, c'est une scène de dévastation. Quelques centaines de milliers de survivants s'attroupent aux confins du vagin. Ils cherchent désespérément à échapper à la mort en atteignant le col de l'utérus, situé bien au-dessus d'eux. Le col de l'utérus est la barrière entre le vagin et l'appareil reproducteur, soit l'utérus et les trompes de Fallope. Les spermatozoïdes doivent passer par le col qui est généralement fermé par un épais mucus hostile dans lequel les spermatozoïdes ont habituellement du mal à pénétrer. La voie de sortie est bloquée et inatteignable. Pour éviter que les spermatozoïdes de Ben soient totalement anéantis,